Pourquoi tant de pays africains adoptent-ils, presque simultanément, des lois contre l'homosexualité? Le Burkina Faso illustre parfaitement ce basculement. Pendant des décennies, il figurait parmi les rares pays africains à ne pas criminaliser les relations entre personnes de même sexe. Après son indépendance de la France en 1960, il n'avait pas hérité des lois coloniales britanniques qui interdisaient explicitement l'homosexualité dans d'autres régions. Résultat, le code pénal burkinabé est longtemps resté neutre. Mais cette neutralité n'était pas synonyme de liberté. La société, marquée par la religion et la tradition, demeurait conservatrice et réticente à aborder publiquement le sujet. L'État se taisait, et ce silence constituait déjà une forme de particularité. Les couples homosexuels n'étaient pas poursuivis par la loi, même si leur existence restait largement réprimée socialement. Ce statu quo a basculé en 2024, lorsque le gouvernement de transition, dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré, a introduit un amendement au Code de la famille. Pour la première fois, l'homosexualité a été formellement définie comme une infraction. En septembre 2025, le Parlement a voté à l'unanimité pour criminaliser les actes homosexuels, avec peine de prison, amende et expulsion d'étrangers. Selon le ministre de la Justice, cette décision visait à protéger la société contre des comportements bizarres, reprenant une rhétorique déjà très répandue dans l'opinion publique. Le basculement du Burkina Faso ne peut pas être compris comme un simple ajustement technique ou un caprice parlementaire. Il s'inscrit dans une dynamique beaucoup plus large qui traverse l'ensemble du continent africain. Pendant longtemps, le Burkina Faso représentait une exception silencieuse, un pays où, sans être accepté, les relations homosexuelles n'étaient pas explicitement criminalisées. Mais désormais, il s'aligne sur une tendance régionale. Dans des pays voisins ou proches, des lois similaires émergent ou se renforcent. Au Mali, le gouvernement de transition a déjà adopté une interdiction. En Ouganda, une loi parmi les plus sévères du monde a instauré des sanctions allant jusqu'à la peine de mort pour les cas dits des homosexualités aggravées. Au Ghana, le Parlement a ouvert un débat houleux sur le sujet. Au Nigeria, la législation restrictive est déjà en place depuis plusieurs années. Ce qui se joue n'est pas simplement la montée d'un conservatisme religieux, même si celui-ci est puissant. Il s'agit d'une réaffirmation identitaire et politique. L'Afrique vit un moment où ses États veulent reprendre la main sur la définition de la morale, de la culture et du droit, souvent en opposition ouverte aux normes libérales venues d'Occident. Cette synchronisation ne relève pas du hasard. Elle est le fruit de conditions partagées, de sentiments communs et d'expériences politiques semblables. Beaucoup de citoyens et de dirigeants africains perçoivent les pressions extérieures comme une intrusion. Lorsque la Banque mondiale, l'Union européenne ou certains gouvernements conditionnent leurs prêts ou leurs aides à l'adoption de politiques plus libérales, la réaction est moins de l'ordre de l'adhésion que du rejet. Dans ce contexte, la question de l'homosexualité devient un symbole. Derrière le débat moral, il y a un débat beaucoup plus large sur la souveraineté, sur la capacité des pays africains à définir eux-mêmes leurs règles, leurs normes et leur avenir. Le cas burkinabé s'explique aussi par son contexte politique spécifique. Depuis le coup d'État de 2022, le capitaine Ibrahim Traoré s'est imposé comme le visage d'une rupture historique avec l'ordre ancien. Son discours et ses actes placent la souveraineté au cœur du projet national. Il a rompu avec l'ancienne puissance coloniale, expulsé les forces militaires françaises du territoire et multiplié les gestes d'indépendance. Parallèlement, il a resserré les liens avec ses voisins du Sahel, notamment le Mali et le Niger, et il a ouvert des partenariats stratégiques avec la Russie et la Chine. Dans cette logique, la criminalisation de l'homosexualité va bien au-delà de la morale publique. Elle devient une déclaration politique forte, ce sont les Burkinabés, et non des étrangers qui décident des lois de notre pays. Cette rhétorique nationaliste, centrée sur l'autonomie et l'identité, trouve une résonance profonde au sein de la population. Dans les familles, les églises, les mosquées et les villages, on attend des lois qu'elles traduisent la morale collective. Ainsi, le vote unanime du Parlement n'était pas une surprise, mais plutôt la confirmation d'un consensus déjà largement ancré. Toutefois, cette affirmation de souveraineté comporte des risques. Le Burkina Faso reste un pays vulnérable. Il dépend du commerce international, des partenariats financiers et de l'aide au développement. Les institutions qui ont déjà critiqué ou sanctionné l'Ouganda pour des lois similaires pourraient appliquer des pressions économiques et diplomatiques à Ouagadougou. Pour un pays confronté à une insécurité persistante et à des fragilités économiques, de telles sanctions pourraient avoir des conséquences graves. Mais, aux yeux du gouvernement, cette prise de risque est le prix à payer pour affirmer une indépendance politique et culturelle. La loi burkinabé ne peut se comprendre que si l'on explore ces trois dimensions fondamentales. La religion, la culture et la politique intérieure. La première est religieuse. Le Burkina Faso est un pays profondément croyant, où l'islam et le christianisme dominent la vie spirituelle et sociale, sans compter les croyances traditionnelles qui continuent d'influencer le quotidien. Ces systèmes de pensée convergent sur certains points,
dont le rejet explicite de l'homosexualité. Pour beaucoup de Burkinabés, il ne s'agit pas d'un débat abstrait sur la liberté individuelle, mais d'une question d'ordre divin et communautaire. Lorsque le ministre de la Justice a dénoncé des comportements bizarres, il ne faisait qu'exprimer un langage déjà répandu dans les foyers, les églises et les mosquées. La deuxième dimension est culturelle. Dans les sociétés africaines et particulièrement au Sahel, la morale n'est pas conçue comme une affaire individuelle, mais comme un équilibre collectif. Les actes privés sont perçus comme ayant des répercussions sur la famille, la communauté et même sur l'ordre spirituel. Dans ce contexte, interdire l'homosexualité n'est pas présenté comme une restriction de liberté, mais comme une mesure destinée à protéger l'harmonie sociale. Cette logique, même si elle paraît sévère aux yeux d'observateurs occidentaux, correspond à une conception ancienne et enracinée de la responsabilité des dirigeants. Préserver le tissu moral qui maintient la cohésion du groupe. Enfin, la troisième dimension est politique. Ibrahim Traoré doit gouverner un pays confronté à une insécurité grandissante, à la pauvreté et au risque constant d'ingérence extérieure. Dans ce contexte, cette loi dépasse la régulation des comportements privés. Elle devient un message symbolique adressé à la population. Le gouvernement écoute ses instincts culturels et religieux plutôt que de céder aux pressions internationales. Cela renforce l'image d'un dirigeant indépendant, courageux et déterminé à protéger l'identité nationale. Cette loi met en lumière un dilemme qui dépasse largement le Burkina Faso. L'Afrique ne vit pas en vase clos. Elle est insérée dans un réseau global d'échanges commerciaux, financiers et diplomatiques. Les critiques internationales et les menaces de sanctions ne sont donc pas théoriques. Elles représentent un danger réel pour des économies fragiles. Pourtant, face à ces contraintes, les États africains cherchent à construire de nouvelles marges de manœuvre. Le Burkina Faso illustre ce tournant. En resserrant ses liens avec le Mali, le Niger, mais aussi avec la Russie et la Chine, il tente de bâtir un bouclier diplomatique et économique. L'objectif est clair. Réduire la dépendance aux aides occidentales pour pouvoir prendre des décisions souveraines sans craindre de représailles immédiates. Dans cette logique, la loi sur l'homosexualité n'est pas seulement une règle morale, elle devient un signal politique. Elle affirme que l'Afrique entend choisir son propre chemin, même si celui-ci entre en conflit avec les attentes occidentales. Cette stratégie reste risquée. Les sanctions financières ou diplomatiques peuvent fragiliser encore davantage des pays déjà éprouvés par la pauvreté et l'instabilité. Mais elles témoignent d'une nouvelle volonté africaine. Ne plus être jugé uniquement à travers des normes étrangères, mais défendre ses propres valeurs, quitte à provoquer des tensions. Au-delà du Burkina Faso, c'est toute une nouvelle ère qui se dessine pour l'Afrique. Pendant longtemps, le continent a été décrit comme un espace passif, modelé par les puissances coloniales, influencé par les donateurs internationaux ou contraint par les grandes institutions. Désormais, les décisions comme celle du Burkina Faso marquent un tournant. Elles montrent une volonté d'affirmation, même si cela signifie entrer en contradiction avec les standards mondiaux. Pour les observateurs étrangers, ce type de loi sera souvent réduit à une question d'intolérance. Mais pour de nombreux Africains, il s'agit d'abord d'une réaffirmation identitaire et d'une indépendance culturelle. L'opposition est claire. En Occident, la liberté est souvent comprise comme le droit individuel de choisir sa vie. En Afrique, elle est fréquemment définie comme la protection de l'identité collective et la préservation de l'ordre social. Ces deux visions ne sont pas incompatibles en théorie, mais elles se heurtent lorsqu'elles se traduisent en politique concrète. L'avenir reste incertain. L'Afrique devra concilier cette quête d'indépendance avec ses besoins économiques et sociaux urgents, lutter contre la pauvreté, bâtir des infrastructures, renforcer ses institutions. La seule souveraineté culturelle ne suffira pas si elle ne s'accompagne pas de développement et de stabilité. Mais une chose est sûre, l'Afrique n'accepte plus de rester silencieuse ou de suivre des scripts écrits ailleurs. Elle veut être actrice, parler d'égal à égal, même si cela signifie déplaire à ses partenaires internationaux. C'est dans ce cadre qu'il faut comprendre la décision du Burkina Faso, non pas comme un simple rejet de l'homosexualité, mais comme une affirmation d'un principe plus large, celui d'un continent qui déclare que ses lois comme son destin seront décidées à Ouagadougou, à Bamako ou à Accra, et non à Paris, Washington ou Bruxelles. N'oubliez pas de mentionner dans les commentaires le nom de la ville depuis laquelle vous nous suivez, nous vous laisserons un cœur en remerciement. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et n'hésitez pas à l'aimer et vous abonner pour plus de contenu enrichissant comme celui-ci.